brillamment leurs fenêtres ou bien replier leurs volets, comme on le voit dans l'extrait qui est passé, simplement parce que nous déambulions en conversant, Régine et moi. D'ailleurs, elle a écrit dans ses mémoires que si elle avait eu 15 ans au moment de la libération, elle aurait été tondue par les résistants de la dernière heure. Et elle a un regard extrêmement dur et en même temps lucide hein, sur cette période de la libération et ces résistants de la dernière heure qui ont osé faire beaucoup de mal aux femmes en les tondant. Enfin, et donc c'est la phrase que vous voyez ici, j'aurais eu 15 ans après la libération, j'aurais été tondue. C'est par les mots que j'arriverai à vivre. Passons à la période suivante et aux censures. Alors pourquoi censure au pluriel? Parce que d'une part, il y a la censure officielle, avec cette loi de 1949 qui interdisait la publication, l'affichage, pardon, la vente aux mineurs et la publication, l'affichage, la vente aux mineurs et la publicité, pardon, des œuvres interdites. Donc elle a beaucoup souffert et nous allons le voir ensemble. Et également l'autocensure, c'est-à-dire celle que les écrivains, les éditeurs peuvent s'imposer à eux-mêmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir donner vie à leurs œuvres et à leur activité professionnelle. D'où le fait que j'ai utilisé le pluriel pour parler à présent des censures. Voilà ce qui va vous arriver. Tous les livres que vous allez publier seront interdits à l'affichage. Vous serez alors astreinte au dépôt préalable de vos publications analogues. Vous n'en tiendrez pas compte malgré les lourdes amendes. Vous serez alors inculpé d'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre et condamné. Alors on mesure aujourd'hui le caractère prédictif de cet avertissement. D'abord libraire, notamment aux Champs-Élysées, elle est encouragée par Jean-Jacques Pauvert à monter sa propre maison d'édition, ce qu'elle entreprend en 1967, la nommant L'Or du Temps en hommage à André Breton. Elle publie alors Le Pont d'Irène, mais elle ne publie pas avec ce titre explicite, puisqu'elle publie le livre d'Aragon sous le titre Irène. Et elle dira d'ailleurs dans sa mémoire que c'est le seul et unique acte d'autocensure qu'elle s'est imposé, et notamment parce que Aragon n'avait pas répondu à ses sollicitations. Et donc elle a été condamnée notamment parce qu'elle a publié le livre sans nom d'auteur. Et c'est en raison de cette publication que le livre est saisi par la police pour outrage aux bonnes mœurs, 48 heures après sa mise en vente. Elle est convoquée donc à la mondaine, au palais de justice, et nous avons donc cet extrait des propos tenus par le commissaire qui cherche à la dissuader de poursuivre sur cette immorale pente et qui lui prédit un avenir sinistre. Néanmoins, elle persiste, poursuit son activité professionnelle et elle lui répond que elle, ce qu'elle souhaite, c'est continuer son métier. Ce qui m'étonne, c'est que tout ceci intervient quand même en 1968, alors que nous sommes dans une période de démocratisation de l'érotisme littéraire. Par exemple, si on prend Emmanuel, publié chez Eric, aux éditions d'Eric Losfeld, Emmanuel, le roman qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique que vous connaissez tous et toutes. Le livre est publié clandestinement en 1959, il est publié au grand jour en 1967. On pourrait se dire quand même qu'en 1968, à l'heure de la culture érotique de masse, qu'à l'heure de l'avènement de la pornographie au cinéma, on pourrait se dire quand même les mentalités sont prêtes pour accueillir des ouvrages tantôt effectivement considérés comme érotiques, tantôt comme pornographiques, puisque c'est, comme on le disait, c'est une affaire de réception. Alors, on peut se dire que finalement, ce que l'on comprend, c'est que finalement, c'est moins la publication en elle-même qui pose souci que le fait qu'elle est une femme, notamment une jeune femme, ce qui n'arrange rien, une très jolie jeune femme, qui n'hésite pas, d'ailleurs, pour l'anecdote, à porter des shorts courts, devant un Philippe Boulevard un peu trop malicieux pour avoir des pensées tout à fait pures à son sujet. Et c'est l'extrait que j'aimerais vous faire écouter maintenant.
Ah, moi, ça, 71, ça ne peut pas être moi, ça suit. On se demande parfois comment peut être faite une éditrice. Alors je pense que Régine Deforge répond à la question et que ce soir nous vous aidons à vous faire une opinion. Ah, elle était bien cette ceinture. Sur le plan plastique d'abord, bien sûr. Oh, mais donc j'avais des puces, moi j'avais un short à ce moment-là. J'ai oublié. On dit pas moteur? On s'attend à ce que la directrice d'une maison d'édition soit une personne austère, mais il est vrai que votre spécialité, ça n'est pas la bibliothèque rose. On ne peut pas dire, non. Non. Vous faites dans quel genre? Dans le genre érotique. Dans le genre érotique, oui. Non mais c'est sérieux là. J'ai publié quelques livres que certaines personnes trouvent redoutables, mais pas moi. C'est-à-dire, disons le mot, vous avez des ennuis assez réguliers avec la censure, avec la police. Bah oui. Oui, il faut bien le dire. Vous risquez la prison. On risque la prison s'ils sont très méchants, ils peuvent me mettre en prison. Au moins, vous aurez de quoi lire. Oui, bon, mon combat a été celui pour la liberté d'expression. Ça, c'est un combat que j'ai mené, que je continue à mener, que je mènerai jusqu'à la fin. Donc, on ne vous rend pas la tâche facile. Il y a des messieurs qui achètent vos bouquins, il y en a d'autres qui les saisissent, ce ne sont pas les mêmes. Ah oh, quelquefois. Non, quelquefois, ce sont les mêmes. C'est pour se faire une opinion. Ah oui, il n'y a pas pire amateur d'érotisme ou de littérature érotique que les censeurs, ça c'est bien connu. Mais je ne manquais pas de partie, j'avais oublié que, je ne sais pas faire. Mais je constate que dans la vie, les gens dans le domaine amoureux sont assez mornes. Alors, on peut rêver avec des petits livres. S'il y a toutes les pages, les gens se rencontrent amoureusement, tant mieux. C'est un passage malicieux qui est quand même délicieux. Alors, j'ai une petite anecdote justement à raconter à propos de la très grande beauté de ma mère. Enfin, moi, à chaque fois que je la revois, enfin, je suis toujours plus que sous le charme. Au moment de ses procès contre les bonnes mœurs, elle avait un ami éditeur qui lui avait dit « Mais Régine, enfin, il suffit que tu défasses un ou deux boutons de ton chemisier et ça passera, tu ne seras pas condamnée. » Et bon, je ne donnerai pas le nom de cet éditeur, mais ça laisse à penser que bon, il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Et ma mère était très jalousée justement à cause de sa grande beauté et à cause de son audace, et d'oser publier des livres érotiques, ça n'est jamais passé malheureusement. Julien, que vous inspire ce passage? Ce passage avec Philippe Bouvard, mais d'abord j'étais vraiment très heureux de retomber sur cette archive, parce que j'avais fait des recherches à l'INA, un peu comme ça au hasard. Et Régine elle-même ne se rappelait pas de cette interview. Et donc c'était amusant de la lui montrer et de la filmer, vous pouvez le voir, pour voir ses réactions à chaud. Et voilà, je trouve que ça résume vraiment bien qui était Régine. Quelqu'un d'audacieux, quelqu'un que la justice n'effrayait pas, quelqu'un d'intègre qui pensait qu'elle faisait des choses agréables aussi pour les autres, qui pouvaient procurer du plaisir, et puis elle donnait la parole, toutes les paroles possibles, érotiques, mais ensuite ça a été vrai sur le plan politique par exemple. Et moi je trouve que ça résume celle qu'elle était, jeune femme, comme on vient de la voir, et celle qu'elle est restée jusqu'à la fin. Toute sa vie, à aucun moment elle n'a varié, à aucun moment elle ne s'est rangée, à aucun moment elle n'a renoncé, en dépit de condamnations parfois sévères. Elle a été privée de ses droits civiques, elle a dû payer des amendes considérables qui ont conduit à la faillite de ses maisons d'édition, mais elle n'a jamais renoncé, elle a toujours continué. Et la privation de ses droits civiques, enfin, je sais que ça la bouleversait beaucoup. Et il faut savoir quand même que c'est la seule femme à avoir eu cette condamnation. Aucun homme éditeur de l'époque n'a été privé de ses droits civiques, dont mon père Jean-Jacques Pauvert, qui a eu des procès et des amendes, mais et ça n'a jamais été jusque-là. Donc elle a eu la double peine parce que c'était une femme.
au début des années 70 qu'elle a été radiée des listes électorales suite à un courrier du maire du 6e arrondissement, il me semble. Ça. Et ensuite, elle a été amnistiée par Georges Pompidou, je crois. Oui, elle a été victime de brimades, d'humiliation, de condamnation, d'amende à de très nombreuses reprises. Et quand certains de ces auteurs ont été poursuivis, il faut dire aussi qu'elle les a toujours accompagnés au tribunal. Elle a toujours été solidaire, contrairement à d'autres éditeurs que, comme Camille, je ne nommerai pas, qui, quand on a leurs auteurs a quelques problèmes avec un livre, ne les accompagne pas au tribunal et subitement disparaissent ou les lâchent ou même cessent de commercialiser les livres. Ça, c'est le contraire de l'attitude de Régine qui toujours est allée défendre ses auteurs, toujours. Même quand elle n'avait plus de maison d'édition, elle continuait à les accompagner, à les introduire auprès d'autres éditeurs pour qu'ils puissent être publiés. Ce qui est mon cas, d'ailleurs, elle m'a toujours accompagné, même après. Quand j'ai écouté et j'ai regardé cet extrait de votre documentaire, Julien, j'ai trouvé qu'il y avait une analogie aussi avec François Sagan, puisque lorsque Bonjour Tristesse est publié en 1956, les médias vont se pencher sur la figure de la jeune écrivaine dont la fureur de vivre fait beaucoup parler, mais au détriment finalement de l'examen de son œuvre elle-même. Et j'ai le sentiment que nous avons la même approche avec Régine Deforges. On va s'intéresser à son physique, à sa personnalité incandescente, à son pouvoir de séduction, au détriment des valeurs qu'elle porte, de son combat pour la liberté d'expression. Elle apparaît comme une sorte de sorcière en puissance. Alors peut-être rappeler qu'elle comparait en 1968 devant la présidente de la 17e chambre correctionnelle, vêtue de lin blanc et de probité candide, pour reprendre un passage de ses mémoires. Et c'est cette même présidente qui, quelques mois plus tard, lors d'une soirée réservée aux femmes pionnières dans différents domaines, c'est cette même présidente qui volera au secours de Régine Deforges, puisque sa présence dérange ses consorts, notamment François Giroud, qui dira « Mais vous ici, que faites-vous dans cette soirée réservée à des pionnières ?» Et la présidente prendra sa défense en dira « Mais attention, Madame Deforges ne publie pas de livres pornographiques, mais elle publie des livres érotiques de grande qualité. » Pardon de vous interrompre, mais ce qui est assez cocasse tout de même, c'est que cette présidente qui intervient, qui vole au secours de Régine et qui prend sa défense, est la même qui, quelques mois plus tôt, l'avait condamnée. Comment expliquez-vous justement ce sursaut d'intelligence au dernier moment? Alors Julien, vous êtes aussi une personnalité libre. Vous avez connu les mêmes affres, semble-t-il, que Régine Deforges face à la police, face au pouvoir judiciaire. Est-ce pour les mêmes raisons que vous avez été poursuivie? Cette loi de 1949, jusqu'à quelle époque elle est appliquée au détriment de toute une profession, aussi bien les éditeurs que aussi les écrivains? Est-ce qu'elle sévit encore dans les années 80? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de... Oui, enfin, assez brièvement. Alors, d'abord, je voudrais insister sur le fait que j'ai beaucoup moins souffert que Régine. Moi, j'ai eu une fois un problème un peu sérieux qui a fait qu'on est venu, en effet, m'arrêter chez moi à la demande de Charles Pasqua, qui était alors ministre de l'Intérieur. Mais on ne s'appuyait pas, je crois, sur cette loi, mais Alexandra, vous savez mieux que moi, vous connaissez mieux que moi ces textes. Moi, le motif, en tout cas, sur la commission rogatoire, était atteinte à la moralité publique. C'était la justification de mon arrestation. Donc j'ai été en effet arrêté pour un texte qui m'avait été commandé par une revue. J'ai adressé le texte à cette revue, qui l'a trouvé mauvais et m'a dit on ne le publiera pas. Bon, comme ça arrive à tous les écrivains. Et quelques années plus tard, donc la police surgit parce que les archives avaient été saisies. Les archives de cette revue
On a trouvé mon texte dans les archives de la revue. Personne ne s'est assuré de savoir s'il avait été publié ou non. En l'occurrence, il ne l'avait pas été. Et Régine Deforges, que j'ai rencontrée à cette occasion, elle fait partie des écrivains que vous avez nommés qui ont signé pour protester contre cette atteinte à la liberté d'expression. Régine m'a dit ensuite que ça lui rappelait un petit peu l'histoire du cahier volé, parce que le cahier volé n'était pas non plus publié quand la police, la gendarmerie de mon horizon est venue voir ses parents. De même, mon texte n'était pas publié quand les policiers sont venus m'arrêter. Donc elle y voyait une sorte de parenté. Et elle m'a proposé de publier ce texte. Alors, en me disant, on risque d'avoir des gros ennuis, on va aller tous les deux au tribunal, etc. Mais quand même, on vous arrête pour un texte pas publié, alors au moins qu'on nous emmerde pour quelque chose de sérieux, on va le publier si vous êtes d'accord. Et donc, Régine a été la première éditrice ou éditeur de ce texte. Voilà. La profession a mis beaucoup de temps à se manifester, à manifester sa solidarité envers Régine Deforges. Et on observe aussi un traitement différencié entre... Et là, c'est vrai que ça a du sens de féminiser le terme éditeur par rapport à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, puisque... Alors, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais il me semble que c'est le double du nombre d'ouvrages qui ont été interdits du côté de Régine Deforges par rapport à Jean-Jacques Pauvert et Eric Losfeld. Il y a eu beaucoup plus d'ouvrages interdits, condamnés pour outrage aux bonnes mœurs que du côté de ses confrères Eric Losfeld et Jean-Jacques Pauvert. Donc il y a véritablement un traitement différencié. Et donc la profession met du temps à se mobiliser et j'aimerais vraiment vous entendre sur qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné la profession va manifester officiellement un soutien dans la presse. Et je lis un passage des mémoires, c'est-à-dire il s'agit d'un texte qui a accompagné la pétition de Pierre Emmanuel qui a dû être signée par une centaine d'écrivains à l'époque. Régine Deforges, éditeur, après avoir vu sa maison lors du temps couler par les interdictions, les saisies, les poursuites et les condamnations, se voit réclamer personnellement le règlement de lourdes amendes avec contrainte par corps dans les 5 jours à défaut de paiement. Ceci pour avoir refusé de s'auto-censurer en faisant le dépôt préalable de tous les livres, ainsi que lui ordonne l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. Cette mesure est non seulement humiliante pour l'éditeur, mais ruineuse, puisqu'il doit faire le dépôt de 5 exemplaires tels qu'ils seront vendus en librairie et attendre 3 mois le bon plaisir des censeurs. Régine Deforges, dont le courage a été salué à maintes reprises par la presse internationale, est incapable de faire face. L'emprisonnement d'un éditeur à Paris pour refus de dépôt préalable de ses livres, c'est-à-dire de censure préalable, est donc une question de jours. Et on apprend également que dans ses mémoires, donc, qu'à l'étranger, ce n'est guère plus brillant, puisqu'elle a reçu aussi un avis de destruction par le feu de la traduction d'Irène en Grèce. En Italie, le tribunal de Turin l'a condamné, ainsi que Jean-Jacques Pauvert, Jérôme Lindon, Eric Losfeld et d'autres éditeurs également pour publications dites obscènes, avec des menaces également d'emprisonnement. Et tout ceci précède justement cette lettre du maire du 6e arrondissement qui la prive de l'exercice de ses droits civiques. Pouvez-vous revenir sur cette période, nous dire ce qui a pu mobiliser tardivement la profession pourquoi tout d'un coup un soutien collectif alors qu'elle s'est sentie pendant des années seule face à la censure? Mais je crois d'abord que ça se fait de manière très progressive. Elle me disait que ils avaient fini par comprendre qu'elle ne renoncerait jamais. Et elle me disait toujours, comme conseil, quand vous pensez être juste, quand vous pouvez vous regarder dans le miroir le matin, quand vous pensez que ce que vous faites est utile, continuez toujours. Et à force, alors bien sûr, on va d'abord vous insulter, on va peut-être vous condamner, on va peut-être vous poursuivre, ne pas vous aimer, mais si vous durez, on finira par vous respecter et peut-être même par vous admirer. Ça la faisait rire, ce retournement. Elle pensait que le tout, c'était d'être sincère, intègre et de continuer
à faire ce que l'on pensait devoir faire. Alors, au bout d'un certain temps, mais un long temps, en effet, force était de constater pour des éditeurs de ses confrères, mais aussi pour beaucoup d'écrivains, que ce que faisait Régine Deforge avait un vrai sens, une vraie utilité, méritait l'estime et peut-être même, pour certains d'entre eux, l'admiration. Ils ont fini par ravaler leur jalousie, par ravaler leur lâcheté aussi, parce que pendant très longtemps, elle a été confrontée à des gens très lâches. Aragon n'a pas reconnu qu'il était l'auteur du Conte d'Irène dans un premier temps. Si Aragon avait simplement dit « mais c'est moi qui ai donné ce texte à cette jeune femme », les poursuites se seraient arrêtées parce qu'Aragon était déjà quelqu'un d'extrêmement important et célèbre et respecté. Ah bon, il n'a jamais reconnu qu'il était l'auteur de... Non, non. Et un autre exemple assez lamentable, en tout cas de mon point de vue, André-Pierre de Mondiac, quand Régine Deforge a publié un texte qui s'appelle « L'anglais décrit dans le château fermé », qui est un texte absolument magnifique, André-Pierre de Mondiac lui a confié ce manuscrit, elle l'a trouvé très beau, il l'a publié, il a demandé qu'elle le fasse sans mention de nom d'auteur, et quand il y a eu des menaces et même des poursuites, là c'est plus grave. André-Pierre de Mondiac a soutenu qu'il n'en était pas l'auteur. Et l'un des grands chagrins et aussi des colères, quand j'ai été témoin de Régine, c'est que au début, j'ai peur de dire une bêtise, au milieu des années 80 peut-être, ce texte d'André-Pierre de Mondiac, dont il avait prétendu ne pas en être l'auteur, et que Régine était en somme une sorte de faussaire, a été publié avec son nom sur la couverture dans la collection blanche chez Gallimard. Et pour Régine, c'était à la fois la preuve qu'elle n'avait pas menti, mais c'était 30 ans plus tard, ou même davantage, peut-être en tout cas 30 ans, et surtout quelle trahison, quel comportement d'André-Pierre de Mondiac. Et elle a été témoin de ça de son vivant, et je sais que ça a été une chose très douloureuse pour elle. Non, enfin je sais effectivement que ma mère, ce qui l'étonnait beaucoup là, dans les soutiens tardifs qu'elle a reçus, et elle m'en avait parlé des années plus tard, c'est que c'était beaucoup de journalistes, d'auteurs ou d'éditeurs plutôt du côté droit, enfin de droite, qui l'avaient soutenu, et que ses copains de gauche, il y en a eu très très peu, et ça, elle l'a jamais compris. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Selon vous, que penserait-elle aujourd'hui des nouvelles formes de censure qui s'exercent? Et je pense notamment à l'activité il y a une nouvelle profession que l'on désigne par les sensibility readers, qui peuvent traquer au préalable dans les manuscrits ce qui peut heurter la sensibilité notamment des minorités. Donc il y a de nouvelles censures qui s'exercent aujourd'hui, dans le but de ménager les sensibilités des lecteurs et des lectrices. Comment vivrait-elle aujourd'hui cette période, selon vous, même si on ne peut pas non plus s'exprimer Moi, je pense qu'elle aurait été vent debout contre ça, parce qu'elle détestait que les gens, quels qu'ils soient mis dans des cases. Alors, les minorités, pour elle, on était un être humain ou pas, et surtout, on avait le droit de s'exprimer et d'écrire ce que l'on ressentait vraiment, du fond du cœur. Donc ça, le coup des sensibility, je ne sais plus comment on dit, reader, c'est tout, ça pour elle, elle n'aurait pas compris. Et je pense aussi que ça lui aurait fait... Alors, elle n'aurait pas compris, ça l'aurait mise en colère, mais ça l'aurait aussi très profondément attristé. Et on commençait à sentir ce genre de choses dans les quelques dernières années de la vie de Régine, où elle pestait contre le fait que quand un écrivain envoie un manuscrit, même un écrivain connu, et qui donc est accepté tout de suite par l'éditeur, oui, on va publier votre livre, l'éditeur, parfois d'ailleurs
pour les gens connus, les publie sans les avoir lus, mais en tout cas envoyait d'abord le manuscrit au service juridique de la maison, avec le manuscrit qui revient avec des choses surlignées par le conseil juridique, qui disait est-ce que cette personne peut ou non se reconnaître, est-ce que vous êtes sûr de vouloir maintenir la marque de cette voiture, est-ce que c'est bien utile, est-ce que ça ne va pas porter atteinte à l'image de la marque. Alors, Régine a connu cette période où il y avait une censure économique. On avait peur qu'en disant j'ai fait l'amour dans une 4L, par exemple, la firme Renault considère que ça porte atteinte à l'image de la marque et demande des dommages-intérêts. Alors il fallait enlever 4L et mettre voiture à la place, par exemple. Bon, Régine a connu ça et ça la faisait bondir et ça lui faisait de la peine parce qu'elle avait vraiment l'impression d'une régression, d'un retour en arrière. Et donc je pense qu'aujourd'hui elle serait assez malheureuse de voir ce qui se passe en effet. Alors je vous propose d'enchaîner sur Régine Deforges comme romancière et écrivain. Je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission de Bernard Pivot. Voilà, il s'agissait d'apostrophe. La star, Régine Deforges. Régine Deforges, ça vous chagrine ou ça vous fait plaisir que vous appelez star? Ça ne me chagrine pas, mais ça me surprend toujours. J'ai presque envie de me retourner en me demandant de qui il s'agit, mais j'ai toujours voulu être célèbre, comme on dit. Alors je ne vais pas m'en plaindre maintenant. Non, parce que je trouve que vous êtes vraiment une star aujourd'hui, parce que la star, c'est quelqu'un qui a une grande notoriété, une grande popularité, et vous l'avez depuis la bicyclette bleue, qui a été un succès phénoménal. Vous êtes belle, il faut une star, il faut quand même un physique, et vous êtes riche maintenant, et en plus de ça, il y a quand même... Les plus grandes stars ont toujours quand même une sorte un peu d'ombre quand même autour d'elles. Il y a une auréole un peu de soufre quand même qui vous suit, et on va le voir d'ailleurs avec ce roman. Il y a Karine Cheryl, la chanteuse, a dit de vous dans le François de lundi, elle a dit que vous étiez la marquise de Sade reconvertie en comtesse de Ségur. Je trouvais ça assez joli. Oui, ça rien ne peut me faire plus de plaisir que d'être comparée à la comtesse de Ségur, que je considère comme un grand écrivain du 19e et qui a été, c'était même mes premières lectures. J'adaptais même certains moments de la comtesse de Ségur, je faisais des pièces de théâtre. Et le marquis de Sade ne vous déplaît pas non plus? Ah, pas du tout, mais c'est d'autant moins que c'est un auteur qui va se retrouver réédité ces derniers temps. Et puis alors vous êtes une star parce que tous les médias s'arrachent Régine Deforges, Régine par-ci, Régine par-là. Aujourd'hui vous êtes sur la 2, hier vous êtes sur la 5, demain vous serez sur la 8, je sais pas, ben, vraiment vous êtes vraiment très demandé, c'est bien, ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais encore une fois, je trouve ça un petit peu étonnant et je me dis quelquefois, mais il n'y a donc pas d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on me demande tellement à moi en ce moment? Ah bah. Oui, non, mais je sais aussi que les choses sont d'une certaine façon pendant un temps et que demain, après-demain, elles peuvent être autrement. Donc si vous voulez, je prends plaisir à ce qui se passe maintenant en me disant demain est un autre jour. Alors, vous avez de faire paraître aux éditions Albin Michel un court roman par lettres intitulé Pour l'amour de Marie Stala, et qui est né de la lecture de cartes postales. Tout à fait, de découverte de cartes postales chez un brocanteur de Gironde. Et sur la cinquantaine de cartes postales achetées, il y en avait 3. Dont la lecture nous avait vraiment beaucoup troublés, Viaz et moi. Et ces cartes, c'était des lettres d'amour d'une femme et une autre femme. Alors le lendemain, on s'est précipité chez le brocanteur, refouillé dans les boîtes, et j'ai retrouvé 4 autres cartes postales. Et je me suis dit que ça ferait une belle histoire. Et puis voilà. Et puis pendant 3 ans, j'ai pensé, tout en écrivant autre chose, je pensais à ce livre que j'écrivais un jour. Et puis là, n'ayant pas tellement le temps de me lancer dans un grand roman qui demanderait un an de travail, j'avais envie d'écrire, j'ai écrit ça. Donc ça a été avant une autre trilogie peut-être, c'était une sorte de récréation, mais... Oui, mais j'étais tombée moi aussi amoureuse de ces femmes, oui. Pas telles que je les imaginais. Et ça se voit d'ailleurs. Alors il y a les 2 femmes, l'une s'appelle Marguerite, Margot très vite, puisqu'elle va rentrer dans l'intimité de l'autre. Alors elle, c'est la conquérante, c'est l'amoureuse, c'est celle qui ne craint pas le candidaton, qui est vraiment très amoureuse de Marie. Oui, c'est elle qui va en fait conquérir l'autre, qui va faire que cette jeune femme, puisqu'elles sont mariées toutes les deux, va oser déclarer son amour à Marie, qui ne va pas y être insensible. Et ça va être une véritable histoire d'amour. Et Marie, alors au contraire, elle est plus timide, elle craint ce qu'on pourrait dire dans le village de leurs amours.
vous savez, les villages de 300 habitants, c'est toujours un petit peu effrayant, que ce soit en 1904 ou maintenant. Donc, elle a peur. Et elle a eu l'impression aussi que ce n'est pas bien. L'éducation chrétienne est encore très forte.